Bonjour, je m'appelle Pierre Geoffroy, je suis psychiatre et médecin du sommeil, MCUPH à l'hôpital Bichat dans un département de psychiatrie et d'addictologie. Et aujourd'hui, la conférence porte sur les troubles bipolaires et les altérations du sommeil et des rythmes dans le trouble bipolaire. On va voir à quel point ces altérations sont à la fois la conséquence des épisodes de l'humeur, mais aussi la cause de ces épisodes de l'humeur. Je suis très heureux d'être là, effectivement, et de parler de sommeil et de rythme dans les troubles bipolaires. Avec donc une présentation en duo. Première présentation sur les causes et les conséquences de ces anomalies du sommeil dans les troubles bipolaires. Et puis le professeur Schroeder qui après vous évoquera les prises en charge et comment on peut faire une médecine personnalisée grâce à ces anomalies de sommeil. Voici mes conflits d'intérêts dont a parlé le professeur Lorca et qui étaient bien stipulés dans l'article du Monde. Et vous vous rappelez que quand on parle de cycle veille-sommeil, eh bien on parle de chronobiologie, on parle des rythmes terrestres auxquels l'homme, mais aussi bien d'autres espèces, ont dû s'adapter. Les rythmes saisonniers sont liés à la révolution de la Terre autour du Soleil, avec un axe qui est légèrement incliné, ce qui fait qu'à notre latitude, on a 4 saisons. Et puis la rotation de la Terre sur elle-même, qui entraîne des cycles de 24 heures circadiens. Et dans ces cycles de 24 heures s'inscrivent ces cycles veille-sommeil dont on va reparler. Alors, l'homme, pour s'adapter à ces rythmes, a une horloge centrale et le chef d'orchestre de cette horloge centrale sont les noyaux suprachiasmatiques qui sont situés à la partie antérieure de l'hypothalamus. Une autre grande structure est la glande pinéale que vous connaissez parce qu'elle sécrète la mélatonine, qui est cette hormone qui est sécrétée la nuit et qui favorise l'endormissement et qui entraîne les rythmes. Alors cette horloge c'est très conservée entre les espèces, on partage ça quasiment avec l'ensemble des mammifères, ça va jusqu'à la drosophile. Elle est autonome, elle est très codée génétiquement donc, et elle peut s'adapter à des stimuli environnementaux, le principal étant la lumière, qui est un signal de jour et un signal d'éveil très fort, perçu au niveau de la rétine, au niveau de photorécepteurs. Il y a d'autres stimuli environnementaux, les rythmes alimentaires. Vous savez, quand vous voyagez, vous traversez plusieurs jet lag, vous allez avoir faim à des moments autres de la journée. Votre horloge biologique met un peu de temps à se resynchroniser, mais aussi l'activité physique, etc. Alors l'homme a créé plein d'autres stimuli environnementaux qui vont synchroniser ou désynchroniser cette horloge selon. Alors c'est très à la mode, hein, il y a eu un rapport ANSES récemment, on parle de pollution lumineuse, notamment du spectre bleu de la lumière qu'on fait vivre à notre espèce, mais pas que. Et donc, étant des animaux diurnes, avoir de la lumière la nuit peut poser des problèmes au niveau des rythmes, mais aussi l'activité socio-professionnelle, la pression, les substances qu'on peut prendre pour rester éveillé, le café, l'alcool, mais aussi les interactions sociales qui sont des synchronisateurs de cette horloge biologique. Et puis nous, on arrive à mêler tout ça pour avoir une espèce de cocktail explosif. Et c'est par exemple, avant de se coucher, on va être sur Facebook, sur Twitter, on va avoir ses mails, etc. Enfin bref, on va avoir plein d'interactions sociales, 5, 6, 10, ce qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie évidemment, et en plus on va avoir une stimulation lumineuse. Alors ça se traduit sur un plan moléculaire par une sorte de coucou suisse comme ça qui tourne sur 24 heures avec des boucles de rétrocontrôle positif et négatif. Il y a à peu près 25 gènes circadiens qui sont maintenant bien connus. Il y a eu un prix Nobel de physiologie et de médecine décerné en 2017 sur ça. Et une autre notion que j'aimerais aborder en introduction est celle de chronotype, qui est très utilisée en psychiatrie car responsable de phénotypes de vulnérabilité, à risque de pathologie mentale. Et le chronotype, c'est en quelque sorte la manifestation de ces rythmes endogènes dont je vous ai parlé. Et c'est le fait d'avoir une préférence de phase, c'est-à-dire d'être plutôt du matin ou plutôt du soir. Un sujet qui est plutôt du soir, donc c'est l'exemple juste ici, je ne sais pas si vous voyez le curseur, ouais, va avoir son pic maximal d'activité vers 20h, versus un sujet, on va dire, un chronotype intermédiaire qui est plutôt vers 17h, et donc le soir va avoir du mal à se coucher, il va avoir une température centrale qui est élevée, il va avoir donc chaud, cognitivement il sera encore très présent et très apte, et puis sa mélatonine n'est pas encore sécrétée. À l'inverse, le matin, il va avoir de grosses difficultés à se réveiller, et va avoir une température basse, avec des difficultés, vous savez. Chronotype, c'est une source de disputes, hein, notamment dans la voiture, où le matin, certains vont vouloir monter le chauffage parce qu'ils ont encore leur sécrétion de mélatonine et leur température hyper basse. Puis ceux qui sont du matin, ils ont déjà leur température centrale hyper éveillée, donc ils ont chaud, ils veulent ouvrir les fenêtres, etc. C'est une source de dispute de couple assez importante. Donc c'est important de le savoir, hein, c'est très génétique. Et ça permet de trouver un certain nombre d'excuses.
Et en vieillissant, on se matinalise. Les adolescents, physiologiquement, sont plus du soir. Et plus vous allez vieillir, plus vous allez vous matinaliser. C'est pour ça que nos adolescents sont aussi à risque de développer un certain nombre de pathologies liées à ces rythmes. Un autre processus qui est important, donc là c'était les processus circadiens. Dans le sommeil, l'autre grand processus, c'est le processus homéostatique. C'est une sorte d'accumulateur de pression de sommeil. Plus vous êtes éveillé, plus vous allez avoir envie de dormir. Donc c'est la situation en bleu, et à 23 heures vous dormez. Si vous faites la sieste, c'est la situation en vert, vous effondrez cette pression de sommeil, ce qui fait que ça peut être un peu plus difficile d'aller se coucher. Et donc vous voyez déjà l'intérêt thérapeutique qui est que chez nos patients insomniaques, on va leur interdire de faire la sieste pour conserver une bonne pression de sommeil. Et à l'inverse, lors d'une privation de sommeil, comme une garde, vous avez une pression de sommeil qui continue d'augmenter. Et donc c'est la conjugaison de ces deux processus, la figure en bas, qui va entraîner ces rythmes veille-sommeil. Alors quand on parle de sommeil, on parle de deux sujets assez différents, dont on va un peu reparler avec Carmen. C'est d'abord les altérations de ces rythmes et de ce sommeil dans les troubles bipolaires, et c'est les pathologies du sommeil et des rythmes qui sont comorbides associées aux troubles bipolaires. Cette deuxième partie, on n'a pas le temps d'en parler. Le sommeil, c'est très très vaste, c'est une discipline à part entière. Juste en vous dire quand même un tout petit mot sur le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. C'est une pathologie du pharynx, des tissus mous, qui s'affaissent. Lorsqu'il y a une obstruction partielle, il y a un ronflement, et lorsqu'il y a une obstruction totale, il y a une apnée. Eh bien, lorsque les patients souffrent d'apnée du sommeil, ils ont une pathologie qui est plus sévère, une qualité de vie qui est moins bonne, et surtout, il y a une augmentation du risque de la résistance thérapeutique à nos traitements. La prévalence est importante, et c'est pour ça que j'en parle. Sur notre cohorte française, un patient sur 4 avec trouble bipolaire souffrait ou était à risque de souffrir de syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. Dans les populations américaines qui ont des caractéristiques morphométriques différentes, et notamment qui sont plus enveloppées, eh bien, ça va jusqu'à une prévalence de 1 sujet sur 2. Et on a fait une autre étude récemment qui est sortie cette année et qui montre finalement que seulement avec 2 caractéristiques cliniques, l'IMC et les symptômes dépressifs résiduels, on classait correctement nos sujets dans 83% du temps entre à risque d'apnée et sans risque d'apnée. On a essayé de définir des seuils pour être utile en pratique clinique. Un BMI ou un IMC qui est supérieur à 30 et présente une excellente spécificité 0,96, donc 96% d'être à risque d'apnée du sommeil. Et quand on a des symptômes résiduels sur la MDRS qui sont présents, là on a une très bonne sensibilité à l'inverse. On est à risque d'avoir un risque d'apnée d'obstructif du sommeil. Donc j'en viens à la deuxième partie où on va passer un peu plus de temps, que sont ces altérations finalement un peu intrinsèques des troubles bipolaires. Tout d'abord, vous le savez, et je parle surtout à une audience de cliniciens, c'est central au cours des phases aiguës. Lorsqu'on a vu un patient en épisode maniaque, lorsqu'on a vu un épisode déprimé, ça fait partie des critères diagnostiques de l'épisode dépressif, ça fait partie des critères diagnostiques de l'épisode maniaque, ça fait partie des symptômes au cœur de la pathologie. Et donc c'est très très fréquent, et donc là une étude sur la NESAC, une population américaine, qui reflète la population générale américaine, 92% de sujets qui souffrent d'une dépression ont des troubles du sommeil. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a que 8% qui n'ont aucun trouble du sommeil. Et ce qui était aussi intéressant dans cette publi, c'était de dire qu'au cours des épisodes dépressifs, un sujet peut avoir des plaintes soit d'hypersomnie, soit d'insomnie. Les sujets n'ont pas toujours, au cours de leur histoire du trouble, un profil de récurrence avec que de l'hypersomnie ou que de l'insomnie. Voilà, ces anomalies de sommeil peuvent changer. Notre étude américaine, celle-ci aussi, suivie sur 5 ans, ils ont essayé de voir quelles étaient les plaintes de sommeil selon les différentes phases thymiques. Donc en haut à gauche, vous avez la manie, sans rentrer dans le détail des différents troubles. Ce qu'on peut retenir, c'est que seulement 5% n'ont aucun trouble du sommeil en phase maniaque, phase de dépression 4%, et là, 17% en phase de rémission seulement n'ont aucun trouble du sommeil, c'est-à-dire que 83% ont des troubles du sommeil. Et donc ça vient tordre un peu le cou à des idées reçues, et ce qu'on a beaucoup dit en pratique clinique, c'est ne vous inquiétez pas, on va traiter votre épisode maniaque, on va traiter votre dépression, et vos symptômes de sommeil vont rentrer dans l'ordre. C'est faux. 83% conservent des anomalies de rythme et des anomalies de sommeil. Donc la règle dans le trouble bipolaire, que ce soit en phase de rémission ou pas, c'est d'avoir des anomalies de rythme et de sommeil.
Alors, de manière plus graphique, vous avez ici un tracé d'actigraphie. L'actigraphie, ce sont des accéléromètres qui mesurent votre activité. Quand vous bougez, du coup, le tracé se noircit. Vous avez les horaires en bas. Et ici, vous avez un homme sain de 35 ans. Et donc, vous apercevez assez nettement les phases de repos qui correspondent aux nuits, avec un sujet qui s'est couché vers minuit 23h et qui se levait à peu près vers 8h. Vous voyez un contraste assez franc entre le jour et la nuit. Ici, vous avez, donc c'est des collègues espagnols, ici vous avez en A un tracé d'un sujet qui est en phase maniaque, et qui conserve malheureusement une activité très importante la nuit, avec une nuit qui est très fragmentée, très agitée. Et là, vous avez ce même sujet qui est en phase de rémission. Donc sans rentrer dans les chiffres, et on va le faire juste après, mais vous voyez que déjà, juste sur le plan visuel, on se rend compte que le sommeil est très variable, que le sommeil reste perturbé avec une certaine activité nocturne, et qu'en tout cas, ce pattern ne ressemble pas au sujet 5 qui est juste en dessous. Donc il y a des méta-analyses qui ont été faites, une première méta-analyse de collègues sur des données subjectives qui montraient que les patients bipolaires considérés comme étant en rémission avaient un moins bon sommeil, souffraient plus d'insomnie, et avaient davantage de somnolence diurne excessive. On a également réalisé une méta-analyse sur ces tracés d'actimétrie. On n'était pas les seuls à faire des études, on ne voit pas très très bien, mais ce qu'il faut regarder, c'est juste le losange de toute façon. Voilà. Donc, les patients avec troubles bipolaires en rémission avaient une latence d'endormissement qui était plus longue par rapport à des sujets contrôle, avaient une durée de sommeil qui était plus longue, donc ils passent plus de temps à dormir mais moins bien, avaient davantage de réveil nocturne et avaient une efficacité du sommeil qui est moins bonne. L'efficacité de sommeil, c'est le temps que vous passez au lit et le temps que vous dormez sur ce temps passé au lit. On s'est intéressé à un autre paramètre qui est la variabilité de ces rythmes. Parce que cliniquement, ce qui est aussi frappant, c'est qu'on a l'impression que nos patients ont des rythmes très variables, assez chaotiques. On a essayé de voir s'il y avait effectivement une variabilité de ces paramètres d'un jour à l'autre, sur une période d'enregistrement de 3 semaines, en contrôlant sur un ensemble de facteurs confondants, la somnolence, les symptômes résiduels, le poids et le risque d'apnée. Et ce qu'on apercevait, c'est qu'effectivement, sur les 21 jours, la variabilité était importante entre le temps passé au lit, la durée de sommeil, l'efficacité de sommeil était très variable également, et la fragmentation du sommeil était très variable d'un jour à l'autre. Là, je vous ai mis encore 2 tracés, donc c'est sur 3 semaines, donc c'est beaucoup plus macro, avec beaucoup plus de recul comme vue. Vous voyez le sujet contrôle, à peu près stable au niveau de ses rythmes. Et là, on a un sujet avec trouble bipolaire en rémission, où là encore, on voit une variabilité très très importante des rythmes. On a une collègue à la Pitié qui bosse depuis 40 ans dans le sommeil, Agnès Brion, qui appelle ça le signe de l'accordéon. Voilà. Et dès qu'elle voit ces espèces de signes de l'accordéon, elle sait, en tout cas pour elle, c'est très en faveur d'un trouble de l'humeur. Et vous voyez que visuellement, on le voit très vite. On a essayé de voir si nos variables de sommeil permettaient de distinguer et de discriminer nos patients en rémission versus des sujets contrôle. Et avec 4 variables de sommeil, la durée du sommeil, la latence d'endormissement, la variabilité de l'index de fragmentation et le retentissement diurne, dans 90% du temps, on arrivait à bien classer nos sujets, ce qui montre que c'est des marqueurs qui peuvent être pertinents, qui peuvent être discriminants, et surtout qui sont centrales, même dans ces phases de rémission. Alors, concernant l'architecture du sommeil pendant les phases de rémission, c'est surtout le fait qu'il y ait plus de sommeil léger chez nos patients qui est franchement répliqué. Une autre donnée sur les chronotypes dont on a parlé, c'est que des sujets en rémission ont un retard de phase, donc un décalage de leur sécrétion de mélatonine, mais aussi de leur sécrétion de cortisol. Vous savez, vous faites un pic de cortisol le matin, naturellement. Eh bien, chez les patients, il est décalé. Et une autre donnée qui a été montrée, c'est l'hypersensibilité aux tests de suppression de la sécrétion de mélatonine par la lumière. C'est-à-dire qu'en présence de lumière, les sujets effondrent leur sécrétion de mélatonine. Ça existe dans la population générale et c'est ces patients qui vous disent « Moi, dès qu'il y a une goutte de lumière dans la chambre, je ne peux pas dormir. » Voilà. C'est des gens qui effondrent leur sécrétion de mélatonine. Eh bien, les patients avec troubles bipolaires effondrent plus souvent leur sécrétion de mélatonine. Et là, si on se concentre sur les tracés noirs, donc les carrés, c'est les patients avec troubles bipolaires de type 1 et les triangles, ce sont les sujets contrôle. Déjà, on aperçoit que le pic pour les sujets contrôle arrive plus tôt, vers 3 heures, versus les sujets bipolaires en rémission qui arrivent plus tard, vers 3h40. Donc on a ce retard de phase, sécrétion qui est un petit peu plus basse. Ici, vous avez en clair après exposition lumineuse, donc là vous l'avez ici en blanc. Entre 2h et 4h, les sujets subissent de la lumière dans leur chambre. Vous avez donc dans les deux groupes, ce qui est
attendu et très très connu, hein, votre sécrétion de mélatonine qui est diminuée. Et chez les patients avec troubles bipolaires, la différence est significativement plus importante. Donc là, dans l'étude de Nürnberger, c'était que dans le trouble bipolaire de type 1, mais dans d'autres études, c'est bipolaire de type 1 et bipolaire de type 2. Donc, une hypersensibilité à la lumière chez nos patients avec troubles bipolaires. Je passe vite sur les résultats génétiques, ça peut des fois être un peu frustrant, c'est-à-dire que quasiment tous les gènes circadiens, en tout cas les core clock genes, les gènes principaux de l'horloge, ont été associés à la vulnérabilité aux troubles bipolaires. Et certaines études ont essayé de faire le lien, ce qui est peut-être un peu plus intéressant pour approcher des phénotypes cliniques, entre des génotypes à risque associés aux troubles bipolaires et l'expression clinique qui serait pathologique. Donc une première étude menée par Bruno Étain avec ce génotype à risque AGAA sur le gène TAMLES, donc associé à la vulnérabilité aux troubles bipolaires. Les patients présentant ce génotype à risque ont un chronotype plus du soir et ont une caractéristique plus languide. Être plus languide, c'est une difficulté de passer à une phase de sommeil, une phase d'éveil. C'est ces patients qui nous disent « moi, il me faut 10 cafés le matin pour être réveillé ». Génotype à risque sur RORA, un autre gène circadien très connu, était associé à une caractéristique plus rigide, c'est-à-dire une difficulté à s'adapter aux différences de rythme. On a regardé un autre génotype à risque sur le gène qui code pour l'enzyme, pour la deuxième enzyme qui code pour la synthèse de la mélatonine à partir de la sérotonine. Et ce génotype à risque associé au trouble bipolaire était associé à un moins bon sommeil. On avait évalué ça objectivement par actimétrie, et notamment davantage d'activité nocturne et plus de temps passé au lit. Je balaye un peu tout ça, mais il faut que vous sachiez quand même qu'il y a des modèles précliniques chez la souris, des souris transgéniques, et dans nos modèles précliniques de souris, parmi les modèles les plus robustes, les modèles circadiens sont des bons modèles de souris mania-like. On va y revenir. Alors mania-like, c'est par exemple le test de suspension par la queue. Donc plus une souris est active, plus elle est maniaque, et plus elle est immobile, plus elle est déprimée. Et il y a un autre test qui est le labyrinthe surélevé en croix. Les souris sont plutôt timides et donc passent plus de temps dans les parties cachées. Voilà. Des souris maniaques vont être exploratrices, téméraires, et vont aller sur les parties plus ouvertes de ce labyrinthe. Il y a un premier modèle de souris qui surexprime la GSK3-bêta, qui est un des gènes principaux de l'horloge, qui est assez utilisé. Il y a un autre modèle qui a été publié en PNAS, qui est une très très jolie étude dont on va un peu reparler, où là, il y a une sous-expression de ce gène clock qui entraîne dans les deux situations des comportements mania-like que je viens de vous décrire. Ce qui est très intéressant, c'est que le lithium, qui est un agent chronobiologique qui est maintenant bien connu, a l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il va inhiber la GSK3-bêta qui est surexprimée dans notre premier modèle de souris, et il va activer clock qui est diminué dans son expression dans le deuxième modèle de souris. Et Roybal et ses collègues, ils ont fait ces deux tests dont je vous ai parlé. Ici, vous avez les souris sauvages, sans lithium avec lithium. Là, vous avez la souris mutée, donc qui passe beaucoup moins de temps immobile, donc qui se débat beaucoup plus, qui est plus maniaque que les autres. Et lorsque vous mettez du lithium, vous réversez le phénotype pour retrouver un comportement sur ce test de suspension par la queue qui ressemble au sujet non muté. Donc, très belle expérience. Et là, vous avez pareil le temps passé dans la partie ouverte. Donc là, c'est les sujets clock maniaques qui passent énormément de temps dans la partie ouverte, où normalement les souris contrôle avec ou sans lithium passent finalement quasiment pas de temps dans cette partie ouverte. Les souris mutées sont traitées par lithium et retrouvent un phénotype qui correspond aux souris non mutées. Le sommeil, c'est aussi un marqueur prédictif et important des épisodes de l'humeur et de leur récurrence. Il y a une revue systématique qui avait été faite déjà en 2003, qui est un peu plus ancienne, et qui rapportait que ces symptômes du sommeil faisaient partie des prodromes énoncés par les patients. 80% des individus ont des symptômes prodromiques d'un épisode maniaque ou d'un épisode dépressif, et l'étude concluait que les perturbations du sommeil étaient les symptômes les précoces, les plus robustes parmi l'ensemble des prodromes qu'on pouvait avoir. La prévalence est également importante, et notamment 77% de troubles du sommeil dans l'épisode maniaque. Il y a une méta-analyse qui vient tout juste de sortir, qui a été publiée dans l'European Psychiatry, 17 études
4 qui sont prospectives, qui s'intéressent à des enfants dont un apparenté de premier degré a un trouble bipolaire, et de suivre ces enfants et de voir quelles sont les caractéristiques qui prédisent la conversion vers un trouble bipolaire. 2 études qui s'intéressaient aux troubles du sommeil et leur évolution, et 11 études rétrospectives qui rapportaient et qui avaient analysé ces variables de sommeil chez des patients donc, qui avaient un trouble bipolaire. Ce que montre cette méta-analyse, c'est que les troubles du sommeil apparaissent au moins 1 an avant le premier épisode. C'était surtout pour les études rétrospectives. Donc vous voyez, 1 an, ça laisse le temps d'agir. Et dans les études prospectives, ça allait jusqu'à 3 à 6 ans. Les études rétrospectives, il y a souvent un biais de remémoration. D'accord ? Et dans les études de prospective, donc, qui permettent de manière standardisée et systématisée de recueillir les événements, on avait en fait finalement des symptômes qui apparaissaient de manière assez lointaine dans l'histoire de vie de conversion vers un trouble bipolaire. Ce qui était également démontré, c'est que ces symptômes étaient présents dès l'enfance et dès l'adolescence. Donc vous voyez qu'il y a une fenêtre d'intervention où déjà les patients présentent des altérations. Donc c'est plutôt des altérations, des perturbations, et puis après apparaît des vrais troubles de type insomnie ou troubles du rythme, type retard de phase. La diminution du besoin de sommeil était plutôt prédictif d'un épisode maniaque, l'insomnie était prédictive d'un épisode maniaco-dépressif, et l'hypersomnie était plutôt prédictive d'un épisode dépressif bipolaire. Il y a une nouvelle étude qui vient là tout juste de sortir en début d'année, qui a suivi 267 enfants donc à haut risque avec des parents qui ont un trouble bipolaire de type 1 ou 2, versus 217 enfants issus de la communauté. Ça a été très bien publié dans le meilleur journal de pédopsychiatrie. Et ce qu'il montrait, c'est que 10 variables prédisaient la conversion vers le trouble bipolaire. 5 variables de sommeil, diminution de la durée de sommeil, le chronotype du soir, la latence d'endormissement augmentée, l'augmentation des veilles nocturnes, l'augmentation de la somnolence. Plus 5 autres variables qui sont bien connues. La durée de suivi, plus vous suivez quelqu'un, plus vous avez de chances de voir qu'il développe un trouble bipolaire. Donc évidemment, il faut l'intégrer. Un niveau socio-économique bas. L'histoire parentale de trouble bipolaire, qui est un des meilleurs facteurs, l'histoire d'un trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité et des troubles du comportement dans l'enfance. Le problème, c'est que ces anomalies de sommeil sont relativement aspécifiques. Ça prédit l'évolution vers tous les troubles psychiatriques. La manie, la dépression, l'anxiété, la labilité émotionnelle et puis les troubles d'internalisation et externalisation. Un autre point important à souligner est que ces 10 facteurs expliquaient que 16% de la variance seulement. Et on n'est pas bien récompensé, quoi. Alors, à titre de comparaison quand même, vous savez que les at-risk studies, qui donc étudient les sujets à très haut risque d'évolution vers un trouble bipolaire, à peu près 25% évoluent vers un trouble bipolaire et 75% n'évolueront pas vers un trouble bipolaire. Donc on est un peu quand même dans cet ordre d'idées-là, mais on n'est quand même pas beaucoup récompensé. Mais dans ces 16% de la variance expliquée, 33% seulement est expliqué par les troubles du sommeil. Donc 33% c'est énorme sur juste des variables de sommeil. Le sommeil peut aussi être utilisé comme marqueur de staging, d'évolution du trouble. Et là, c'est nos collègues d'Australie qui, à l'aide de l'actimétrie, ont enregistré 21 contrôles versus 154 personnes qui étaient en contact avec les systèmes de soins parce qu'ils étaient en souffrance, quel que soit le trouble psychiatrique. Ils ont défini 3 stades. Un stade 1A où il y avait des symptômes légers, un stade 1B où c'était subsyndromique, donc des critères de la pathologie mais pas tous, et le stade 2 où là on avait le trouble psychiatrique complet avec l'ensemble des critères. Ils se sont intéressés à ce retard de phase dont je vous ai parlé. Ils ont calculé le pourcentage de retard de phase. Donc là, vous avez les sujets contrôle. En noir, c'est la semaine et en gris, c'est le week-end. Pourquoi ? Parce qu'en général, les symptômes apparaissent d'abord le week-end. Le sujet compense, essaye de rattraper un peu le week-end. Et puis quand on est très malade, on n'y arrive plus. On a un décalage et la semaine et le week-end. Donc les premiers stades symptômes légers étaient équivalents au contrôle. Dès que vous commenciez à être subsyndromique, on voyait qu'il y avait 50% de délai de retard de phase le week-end. Et là, quand vous aviez un trouble psychiatrique franc, là, on est au-delà de 50%, que ce soit la semaine ou le week-end. Donc, vous voyez cette progression du chronotype. Le sommeil, c'est aussi un marqueur d'un trouble plus sévère. Et ça, c'est la première étude du réseau FACE-BD menée par Chantal Henry, où dans cette étude, le titre est important. Les patients qui viennent au centre expert viennent pas parce qu'ils sont résistants, mais ils viennent parce qu'ils ont des symptômes subsyndromiques. Ils souffrent de symptômes résiduels. Dans ces symptômes résiduels, plus de 55% des sujets qui étaient considérés en rémission avaient des troubles du sommeil, donc avec l'échelle de Pittsburgh qui était supérieure à 5, et c'était le trouble résiduel le plus fréquent. Et quand on suit des patients, assez rapidement, c'est le sommeil qui est le symptôme qui reste. Ce sommeil, de même que les symptômes résiduels thymiques, l'adhérence au traitement et le surpoids, était
était prédictive d'un mauvais fonctionnement global. Une deuxième étude, faite par nos collègues de Montpellier, montrait que ces sujets qui dorment moins bien sont plus âgés, sont moins actifs professionnellement, sont plus anxieux et donc consomment plus d'anxiolytiques, font plus de tentatives de suicide et ont plus d'idées suicidaires, même quand c'était corrigé, et ont plus d'abus émotionnels. Ces patients qui dorment moins bien présentent également des facteurs de risque cardiovasculaires. C'est l'étude d'Ophélia Godin avec 752 sujets euthymiques, 22 donc avaient ce syndrome métabolique. 53%, on retrouve à peu près la même prévalence, donc avaient les perturbations du sommeil, et ces patients avec troubles du sommeil avaient un périmètre abdominal plus important. C'est quelque chose qui est connu dans la littérature, hein. Contrairement à ce qu'on pense, le fait de dormir fait maigrir. C'est surtout d'ailleurs la privation de sommeil qui fait grossir. Ceux qui avaient un chronotype du soir avaient des triglycérides plus élevés et avaient un index athérogénique qui en fait est très associé au risque de présenter une maladie cardiovasculaire. Également, vous aviez un index qui était 5 fois plus de risque d'être à risque, d'avoir un index qui présentait un risque de maladie cardiovasculaire. Donc, perturbation du sommeil et chronotype du soir sont associés à davantage de facteurs de risque cardiovasculaire. Une dernière étude menée par Bruno Étain et Chantal Henry, qui a pas mal travaillé sur la réactivité émotionnelle, s'est intéressée à sommeil et réactivité émotionnelle. En identifiant 3 groupes, un premier groupe C1, je montre le mauvais groupe, bon voilà, C1, qui en fait a un sommeil normal et a une réactivité émotionnelle normale, et des groupes C2, C3, C2 pour hyporéactivité émotionnelle et hyperréactivité émotionnelle. En fait, dès que vous avez une dysrégulation émotionnelle, vous avez un sommeil qui est impacté. Et donc, ce sont les 2 autres groupes. Donc, la moitié, régulation des émotions normales et sommeil normal, et l'autre moitié qui avait un sommeil de mauvaise qualité, et soit il y avait une hyporéactivité émotionnelle, soit une hyperréactivité émotionnelle. Et ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est d'abord que vous soyez hypo ou hyper réactif sur le plan émotionnel, il n'y a pas de différence sur le fonctionnement. Vous avez un fonctionnement qui est altéré. Et ceux qui ont ces dysrégulations émotionnelles sont altérés sur quelle dimension? Alors sur le score global du fonctionnement général, mais également sur le fonctionnement cognitif, sur les difficultés financières, sur les relations interpersonnelles, et puis sur les temps de loisirs. Donc j'en viens à mes dernières slides. Donc on est sur un modèle global de vulnérabilité de cette horloge dans le trouble bipolaire. Il y a cette vulnérabilité génétique dont on a parlé qui va entraîner des altérations moléculaires. Ces altérations moléculaires entraînent des modifications aux 3 niveaux, sur les rythmes circadiens dont on a parlé, sur l'homéostasie du sommeil, mais aussi directement sur les systèmes monoaminergiques, et Carmen va vous en reparler un petit peu sur les pistes thérapeutiques qui vont suivre. Ces 3 types d'altérations vont entraîner et vont précipiter l'émergence d'épisodes qui eux-mêmes vont être associés à davantage de perturbations des rythmes et davantage de perturbations de l'homéostasie de sommeil. Donc on a une espèce de cercle vicieux comme ça, malheureusement. On peut rentrer dans ce système par d'autres voies. Il y a d'autres facteurs de vulnérabilité, notamment le stress, sur le plan immunitaire, sur le plan inflammatoire. Ça va induire des modifications de sommeil et déstabiliser ce système. Carmen va aussi en reparler, mais un sujet sur 4 avec troubles bipolaires présente des récurrences dépressives de ces épisodes. Donc les modifications de photopériode peuvent précipiter et déstabiliser cette boucle. Il y a d'autres désynchronisateurs aussi. Vous savez que nos patients avec troubles bipolaires sont sujets à risque lorsqu'ils présentent ou ils subissent un décalage horaire, des situations de postpartum, un travail de nuit ou des veillées nocturnes. C'est des situations qui vont pouvoir précipiter un nouvel épisode et déstabiliser cette horloge. Donc, pour répondre à la question qui a été posée lors de cette invitation, vous voyez que le sommeil, c'est à la fois la conséquence, ça on le sait bien, mais c'est aussi la cause dans le trouble bipolaire. Donc on a un cercle vicieux, à la fois des processus aussi de neuroprogression de ces troubles du sommeil qui augmentent. Alors en conclusion, donc, le trouble bipolaire, j'espère vous avoir convaincu que c'était une maladie des rythmes et du sommeil, et que ces anomalies des rythmes et du sommeil persistaient entre les épisodes, avec un trouble bipolaire qui est plus sévère, davantage de rechutes thymiques, un fonctionnement général qui est altéré et des complications neuropsychiatriques, notamment des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont plus augmentés. Ces biomarqueurs de l'horloge, ça ouvre beaucoup de perspectives, notamment pour aller mieux comprendre la pathogenèse du trouble, pour aller prédire la réponse au traitement, pour intervenir et prédire les rechutes et mieux comprendre les différentes évolutions du trouble. On
On pourra également identifier de nouvelles cibles thérapeutiques sur ces voies et cette voie circadienne et des rythmes offre une vraie médecine personnalisée, c'est un peu tarte à la crème comme terme actuellement, mais en fonction du chronotype, en fonction des rythmes endogènes d'un sujet, on va pouvoir adapter ces prises en charge. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je voudrais remercier tous les gens qui travaillent avec moi dans les centres experts, à FEDN et à Strasbourg. Merci. Bonjour, Carmen Schröder, je suis professeure de pédopsychiatrie à Strasbourg, chef de service du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, également spécialiste de sommeil et membre d'une équipe de recherche CNRS qui se dédie à la recherche sur la lumière, son effet sur les rythmes biologiques, sur l'homéostasie du sommeil et la neuropsychiatrie. Et en complément de la présentation du Dr Geoffroy, je vais parler des approches thérapeutiques qui en découlent dans le cadre des troubles bipolaires. Et on va notamment parler des approches en chronothérapie, donc de la luminothérapie, les traitements par mélatonine, les traitements par obscurité. Bonjour à tous. Alors, je vais discuter et compléter les propos de Pierre-Alexis, notamment du côté des approches thérapeutiques. Alors là aussi, voilà mes liens d'intérêt également détaillés dans le papier du Monde. Alors, donc, comme Pierre-Alexis l'a bien pu démontrer, en fait, des liens bidirectionnels entre sommeil et finalement différents troubles psychiatriques étaient connus depuis très longtemps. On trouve les premières descriptions chez les Grecs anciens. Et aussi dans ce traité qui date du XVIIe siècle de Robert Burton, Anatomy of Melancholy, qui décrit très bien ce lien. Mais finalement, je pense, en termes de littérature scientifique, nos champs ont énormément gagné par la fusion de la recherche sur le sommeil et celle des rythmes circadiens. Donc, de la chronobiologie était très séparée pendant très longtemps de la recherche en sommeil. Et après leur fusion, finalement, nous avons bien avancé sur les concepts et c'était couronné, comme Pierre-Alexis l'a dit, par le prix Nobel de médecine pour les chronobiologistes qui ont découvert les mécanismes moléculaires du système circadien. Et pourtant, en clinique, je pense encore aujourd'hui, on a un peu tendance à voir des troubles du sommeil plutôt comme un symptôme du trouble psychiatrique, hein, surtout quand on se place du côté des psychiatres, comme une conséquence ou comme un épiphénomène. Alors que nous avons maintenant plein de données, tu l'as bien montré, qui nous montrent que des troubles du sommeil et des rythmes peuvent augurer des troubles psychiatriques. Et même, du coup, le trouble du sommeil peut se prêter à la prévention primaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette très belle étude qui a été publiée dans le Lancet fin 2017, qui a montré sur plus que 20 000 étudiants anglais sans trouble mental mais qui présentaient une insomnie, que de les traiter avec une thérapie cognitive et comportementale ciblant l'insomnie pouvait prévenir l'apparition finalement de symptômes psychiatriques ultérieurs. Donc ça a bien montré l'intérêt même en prévention primaire. Ce que vous savez, c'est que, là aussi tu as montré des études, hein, que s'il y a des troubles du sommeil et des rythmes qui coexistent avec un trouble psychiatrique, ça augmente tous les risques. Polypharmacologie, résistance au traitement, plus de tentatives de suicide, automédication, etc. Et que finalement, même si vous êtes à la fin d'un épisode, si vous avez des troubles du sommeil qui persistent, ça augmente le risque de rechute ultérieurement. Alors en langue française, on avait édité effectivement un rapport pour décrire ces liens entre sommeil, rythme et psychiatrie avec ma collègue Isabelle Poirot. Il reste encore relativement récent, donc si vous pouvez encore y trouver des informations intéressantes. Donc, concrètement, maintenant, comment on peut s'y prendre? Comment on peut utiliser les informations que Pierre-Alexis a présentées pour finalement trouver des nouvelles approches thérapeutiques? Alors là, nous avons à nouveau ces deux grands champs qui sont assez différents, mais je vais quand même passer aussi un petit temps pour vous parler du traitement des troubles du sommeil comorbides et notamment du syndrome d'apnée du sommeil. Alors comme Pierre-Alexis l'a souligné, un patient sur 4 environ qui a un trouble bipolaire va aussi avoir un syndrome d'apnée du sommeil obstructif, il l'a bien expliqué, et ce sont deux mécanismes qui interviennent finalement dans leur effet sur le patient. Le premier, vous voyez ici, ce sont des obstructions mesurées par une canule à pression nasale, obstruction des voies aériennes supérieures, et vous voyez qu'ils sont associés à une désaturation. Et ces hypoxies intermittentes, c'est un des facteurs qui intervient énormément dans la répercussion sur l'humeur et sur la cognition. Et le deuxième facteur, c'est qu'à la fin d'une obstruction, on va se réveiller pour reprendre l'air. Vous voyez ici, ils ne reprennent pas seulement l'air, mais aussi le renflement, avant de s'arrêter à nouveau. Et cette fragmentation du sommeil qui est induite est le deuxième facteur qui intervient sur notamment la répercussion cognitive. Donc c'est très important de le traiter. Et il y a une échelle de dépistage que vous pouvez, je pense, en psychiatrie très facilement utiliser parce que vous avez déjà chez vos patients, vous connaissez leur âge, leur sexe, vous avez les BMI. Il
Il faut juste poser la question sur le renflement nocturne et mesurer, ça c'est nouveau, la circonférence du cou. Et si elle est supérieure à 40 cm, le patient gagne pas mal de points. Si vous avez un score supérieur à 8, vous identifiez 70% des patients avec un SAS. Donc c'est un très bon questionnaire de dépistage à utiliser en psychiatrie. Après, vous pouvez facilement adresser vos patients. Alors pour la majorité des patients adultes sans grande comorbidité cardiovasculaire, il suffit de faire un enregistrement assez léger en ambulatoire, chez le médecin ORL ou pneumologue. Ça s'appelle une polygraphie ventilatoire et vous voyez, on mesure essentiellement la respiration avec différents outils, cannule à pression nasale, la thermistance, des sangles. Si par contre vous avez un patient complexe, ou bien sûr dans le cadre d'enfants, comme moi j'ai l'habitude de le faire, on va plutôt opter pour une polysomnographie. Là, effectivement, il faut enregistrer aussi les EG, les MG et les EG. Et puis le traitement va finalement s'adapter à la sévérité du SAS. Donc, ça va de éviter l'alcool hypnotique, alors c'est facile à dire, difficile à faire, perdre du poids, jusqu'à ce que vous connaissez pour les syndromes d'apnée du sommeil vraiment caractérisés, au traitement par pression positive continue, qui va donc permettre d'administrer de l'air avec une certaine pression, qui va tout à fait mécaniquement garder les voies aériennes supérieures ouvertes. Et là, il y a eu pas mal de développements techniques, donc aujourd'hui, regardez, c'est assez léger, donc je pense qu'on n'a plus à craindre qu'on ne peut pas imposer ça à nos patients. Et il y a de multiples études qui montrent que les effets sont vraiment très importants sur la qualité de vie de ces patients. Donc je fais une parenthèse parce que c'est très clinique et on va maintenant plutôt aller à nouveau vers les concepts. Alors du côté de ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, quelles sont les approches thérapeutiques qui finalement découlent de ce qu'a dit Pierre-Alexis. Je reviens sur ce qu'il a dit, juste pour que ça rentre bien. Nous avons donc la temporalité externe du monde qui nous entoure. Et c'est vraiment parce que nous vivons sur Terre et parce que nous sommes vraiment rythmiquement donc exposés à la lumière et l'obscurité sur un rythme d'environ 24 heures que nous avons des rythmes circadiens. Et donc, toutes les espèces sur Terre ont finalement un système d'adaptation au fait que la Terre se tourne autour de son propre axe. C'est l'homme qui a choisi l'obscurité pour dormir. Ça aurait pu être très différent. Vous connaissez peut-être les rongeurs nocturnes. Chez eux, le signal de la mélatonine est un signal d'éveil. Donc, l'homme qui choisit alors de plutôt dormir la nuit, ça c'est la temporalité interne, mais qui peut par moment, et notamment chez les patients avec troubles bipolaires, être très en conflit avec la temporalité externe. Donc, comment ça se passe maintenant pratiquement? Comment se passe ce qu'on appelle en chronobiologie entrainment, l'entraînement de la temporalité interne à la temporalité externe? Là aussi, c'est Pierre-Alexis qui l'a déjà dit, mais je suis une répétition. Alors, nous avons donc ici, juste au-dessus du chiasme optique, les noyaux suprachiasmatiques, qui sont tout à fait capables de générer des rythmes, mais en réalité sont en lien avec le monde qui nous entoure, et le signal le plus important est le signal sous la lumière et l'obscurité. Donc, ce signal est perçu par la rétine, et là, je vais ouvrir une parenthèse qui va s'avérer importante quand on en parle après de la luminothérapie. Parce qu'au niveau de la rétine, il y a des processus que vous connaissez certainement. Donc, vous connaissez tout ce qui est système de formation de l'image. Donc, vous avez la lumière qui arrive sur la rétine. Vous avez des photorécepteurs qui forment l'image, des cônes et des bâtonnets. Mais dans les années 2000, nous avons découvert un autre type de photorécepteur qui est intrinsèquement photosensible, les IPRGCs, et qui ne participent pas à la formation de l'image. Et leur fonction principale, c'est d'informer notre cerveau sur la luminosité ambiante. Et le photopigment de ces photorécepteurs s'appelle la mélanopsine. Et la mélanopsine a la particularité qu'elle est particulièrement sensible dans le spectre bleu de la lumière, donc autour de 480 nanomètres. Alors, pour ce système-là, spécifiquement, quand on fait des études ici, de très belles études de Gilles Van de Waal, je vous les conseille vraiment, très intéressantes sur les effets non visuels de la lumière. Donc la lumière arrive, d'abord elle passe par les noyaux suprachiasmatiques vers le locus coeruleus et après elle est projetée dans différentes aires corticales avec tout le temps une modulation des structures thalamiques. Et c'est finalement ce signal-là qui va être très important pour l'effet de la lumière sur l'humeur et sur la cognition et on y reviendra. Donc, une fois que ce signal a été intégré donc, par les noyaux suprachiasmatiques et projeté, une des zones sur lesquelles il projette, Pierre-Alexis l'a dit, c'est la glande pinéale. Quand il fait obscur, donc au signal du noir, la glande pinéale va produire et sécréter la mélatonine. Et ce signal-là va finalement être perçu par le reste de l'organisme
et va participer très largement à l'organisation et la veille du sommeil. Donc, on peut, pour nous, conceptuellement, la lumière et l'obscurité, ce sont des donneurs du temps externes, mais comme d'autres, sont les plus importants, mais il y en a d'autres, et on appelle ça des Zeitgeber, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, donc c'est un nom technique. Et d'autres Zeitgeber sont l'activité physique, les interactions sociales, l'alimentation, etc. Je pourrais bien sûr complexifier ce schéma parce que nous avons beaucoup d'horloges dans nos organes périphériques, dans les muscles, dans le foie, etc. Alors, vous connaissez une thérapie dans le trouble bipolaire qui découle déjà de ces connaissances-là. Quelqu'un qui a eu l'idée, parce qu'on observe justement une forte désorganisation de la veille et du sommeil dans les troubles bipolaires, de restructurer tout ça. Et vous le connaissez, ça c'est la TIPAS, la thérapie interpersonnelle et aménagement des rythmes sociaux, développée par l'équipe de Pittsburgh et notamment Ellen Frank, qui a beaucoup publié là-dessus. Et là, on a une sorte de package qui fait que le patient va avoir des activités extrêmement régulières, une alimentation régulière, des rythmes de coucher, de lever, etc., plus d'autres aspects thérapeutiques, un package qui semble fonctionner chez certains patients en tout cas. Mais pour nos besoins aujourd'hui, je pense que c'est important de séparer parce que nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre les mécanismes par lesquels ça peut marcher. Alors commençons avec la lumière. Quand on parle de luminothérapie, on a une énorme littérature et pourtant c'est très peu utilisé. Alors je vais faire un petit sondage. Qui parmi vous utilise la luminothérapie pour vos patients? Quand même. Ça c'est bien. Vous voyez, ce n'est pas beaucoup si on regarde finalement la solidité de la littérature et ça vient parfois de l'impression que c'est presque comme ça une thérapie un peu New Age, on ne sait pas trop comment ça se passe, on met les gens devant une lampe, ils vont mieux, vaguement, bon, c'est peut-être un effet placebo, voilà. Donc je vais vous montrer que ce n'est pas comme ça, et d'ailleurs c'est une des thématiques principales de notre équipe de recherche CNRS. Alors c'est vrai que nous avons des dispositifs de chambres dites chronobiologiques en isolation temporelle, dans lesquels nous pouvons administrer des lumières monochromatiques, priver les patients de sommeil pendant très longtemps, voir ce qui se passe, faire des prélèvements par des SAS, donc voilà, un terrain de jeu de chercheurs en clinique. Donc, si on pense que la lumière en thérapie peut marcher, ça voudrait quand même dire que les variations de la lumière naturelle, tu as parlé de photopériodes, devraient quand même avoir un impact sur notre humeur. Et cette étude, je l'aime beaucoup, elle n'est pas du tout la neurobiologie. Mais si on veut savoir s'il y a des variations saisonnières des troubles bipolaires, il y a des chercheurs qui ont eu une idée absolument géniale. Ils ont regardé toutes les recherches effectuées sur Google entre 2006 et 2010 aux États-Unis et en Australie. Juste ce que les gens cherchaient sur Google. Ils ont regardé tous les mots-clés qui concernaient la santé mentale. Et en fait, ce qu'on trouve, et c'est vraiment très joli, on a une très forte variation saisonnière de toutes les recherches concernant la santé mentale, que ce soit donc en Australie, aux États-Unis, en jolie opposition de phase, toujours plus en hiver. D'accord? Donc les gens cherchent plus sur Google en hiver, anorexie, TDAH, troubles bipolaires, etc. Et justement, quand on regarde les pressions troubles bipolaires, vous voyez très forte variation saisonnière dans la recherche. Ça ne prouve rien, mais dans la recherche, c'est un TT pour la manie en fait aussi. Ce que vous savez par contre, c'est que les grandes études épidémiologiques le soulignent aussi. C'est-à-dire, si on regarde là dans un registre national danois, alors parce que vraiment le super registre, on peut le dire, c'est plus que 24 000 patients, donc nous avons plus d'admissions pour les épisodes maniaques en été, et ça a été corrélé plus précisément à plus de lumière, plus de rayons UV et des plus fortes températures. Et dans une étude encore plus importante sur plus que 500 000 sujets de population générale, si on regarde les admissions pour la dépression caractérisée donc au Canada, on a plus en hiver. Là aussi, ça ne nous surprend pas vraiment. Mais quel est le mécanisme par lequel ça peut passer? Alors, première publication, Prashak Rider, très belle publication dans Archives of General Psychiatry en 2008, qui a corrélé le binding potential du transporteur de la sérotonine avec la luminosité et donc le nombre d'heures de soleil, encore une fois au Canada. Et ce qu'elle a vu, c'est une très jolie variation avec la lumière. Et justement, quand il y a une baisse de la luminosité en hiver, donc on a un binding potential qui est plus important. Ça veut dire plus de sérotonine enlevée de l'espace synaptique. En Scandinavie, sur une très petite population, il faut le dire, de sujets sains, ça a été répliqué.
mais ils ont pu montrer que c'était dépendant du génotype du transporteur de la sérotonine 5-HTT-APR et que c'était justement les sujets qui étaient homo ou hétérozygotes pour l'allèle court qui avaient une plus forte variation. Et finalement, dans la dépression saisonnière, il y a eu 2 papiers très intéressants qui sont parus en 2016. Justement, le premier papier, aussi bien publié en Brain, a pu montrer sur une petite population que les sujets avec une dépression saisonnière avaient alors un binding potential encore plus élevé en hiver que les contrôles. Et donc, ils n'arrivaient pas en quelque sorte à compenser, à downreguler, de diminuer ce binding potential en hiver. Il y avait une dépendance au sexe et au génotype, justement, à nouveau. Et que quand, dans une autre population, par contre, on applique la luminothérapie a cet effet-là. Elle arrive à diminuer le binding potential du transporteur de la sérotonine. Donc c'est aujourd'hui une des pistes thérapeutiques. Il faudrait des cibles probablement mécanistiques. Donc il faudrait d'autres études dans d'autres populations plus larges de troubles d'humeur pour le confirmer. Mais en tout cas, très intéressant comme piste. Maintenant, si on veut répondre à la question, mais est-ce que vraiment pour le trouble bipolaire, la luminothérapie a un intérêt? Bon, il faudrait effectivement qu'on regarde à terme des méta-analyses, mais je voulais quand même vous montrer cette étude de Francesco Benedetti qui est à Milan, et c'est probablement la façon la plus originale de publier sa durée moyenne de séjour. Donc, il a eu, donc, comme tout le monde, il devait faire son rapport annuel, et il s'est amusé de regarder la durée moyenne de séjour en fonction de la chambre dans laquelle étaient placés les patients. Et si cette chambre était orientée vers l'est ou vers l'ouest, donc si cette chambre avait la lumière le matin ou le soir, en fait, ce qu'il a publié, c'est que en été et en automne, les patients qui étaient dans la chambre, dans les fenêtres tournées vers l'est, avaient une durée moyenne de séjour significativement plus courte que ceux qui étaient juste de l'autre côté, même médecin, même personnel infirmier. Il a donc dit peut-être c'est un effet de la lumière. Mais effectivement, les méta-analyses nous le confirment, que donc, ça c'est une méta-analyse assez ancienne dans le American Journal of Psychiatry qui date de 2005 et qui montre que la luminothérapie, si on regardait les études à l'époque à disposition, était efficace aussi, pas seulement dans la dépression saisonnière, mais aussi dans la dépression non saisonnière, et que les tailles d'effet étaient comparables finalement aux antidépresseurs. Alors ce sont des études parfois assez biaisées, mais plusieurs méta-analyses ont pu détailler un peu les choses. Celle-là a la particularité qu'elle a exclu les dépressions saisonnières. Donc, c'est dans la dépression bipolaire, c'est un design juste avant-après. Et effectivement, on voit qu'il y a moins de sévérité du trouble après luminothérapie et une meilleure réponse au traitement après luminothérapie. Avant-après. Comparaison au placebo. Également, la majorité d'études, alors vous voyez ici, bien significative pour le losange, propose que la luminothérapie est plus efficace qu'une lumière dite placebo, et on peut parler ce que c'est la lumière dite placebo. Régulation par la lumière et l'obscurité, mais on peut l'utiliser aussi comme traitement. Et si on l'utilise comme traitement, l'effet principal dans le trouble bipolaire, en tout cas qui nous intéresse, est l'effet chronobiotype. Alors, toi, tu as dit tout à l'heure, il y a une sorte de rétrocontrôle. Effectivement, il y a des récepteurs à mélatonine MT1 et MT2 qui se trouvent au niveau des noyaux suprachiasmatiques. C'est ça qu'on va cibler quand on donne un traitement par mélatonine. Et vous avez ici le fameux article dont tu as parlé. La mélatonine a par contre cette particularité qu'elle est très peu étudiée dans les bonnes études. Et pourquoi c'est le cas, à votre avis? Alors qu'elle est très utilisée? Parce qu'on pouvait l'acheter toujours aux États-Unis, dans n'importe quel magasin. Donc, il y avait vraiment très peu d'investissement dans des études qui concernaient la mélatonine, alors qu'elle est ultra utilisée. C'est pourquoi il existe un flou dans la prescription et aussi dans la prise de la mélatonine. Et ça nous a amené avec un groupe d'experts de la SFRMS. Donc, vous voyez Pierre-Alexis, vous voyez moi. Donc, c'est un groupe de neurologues, de neurophysiologistes, de pharmaciens, de pédiatres, pédopsychiatres, médecins généralistes, tous somnologues aussi, de nous pencher sur la littérature de la mélatonine et ses indications en tant que traitement. Bien sûr, je ne vais pas vous rapporter tout le rapport que nous avons fait, mais seulement celui sur les troubles psychiatriques et sur les troubles d'humeur.